à tous. Nous sommes ici pour parler d'une nouvelle tendance qui nous tient à cœur, qui est le DevSecOps. Mais avant de parler de DevSecOps, on va parler un peu de sécurité. Est-ce que vous avez entendu parler des événements qui se sont déroulés en 2015 avec le site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison aux États-Unis? Non, pas du tout. En gros, ça a fait un véritable scandale. C'est pas moins de 300 gigas de données qui ont été piratées. Et on a vu certaines adresses des sénateurs américains être divulguées au grand jour. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, l'adultère est passible d'1 an d'emprisonnement. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et on n'a pas eu quelques représentants. Et on n'a pas eu quelques représentants français aussi dans cette liste? Si, on a eu aussi dans ces listes de diffusion quelques représentants français qui se sont fait toper. Vous pouvez retrouver la liste sur internet, Ashley Madison, scandale, et puis vous allez retrouver ça, donc voilà. Ou encore en 2017, plus récemment, avec la société Merx, qui est une société d'import-export située à Londres, qui a vu son IT figé pendant plus de 10 jours à cause d'un ransomware. Chez eux, c'est pas moins de 4000 serveurs et plus de 2500 applications qu'il a fallu reconstruire en moins de 10 jours. Donc ils ont loué des locaux à Londres, il n'y avait plus un hôtel de disponible, et surtout pour eux, ça a été un coût monstrueux pour remonter toute leur infrastructure. On parle de 300 millions de dollars. Ou encore, la société Saint-Gobain, une société française qui s'attaque à tout ce qui est plâtre, vitres et ainsi de suite, qui a vu elle aussi été touchée par le ransomware NotPetya et qui a vu également son IT touché. Et eux, c'est l'impact 250 millions sur leur chiffre de vente. Donc voilà, la sécurité, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et on va se focaliser un petit peu sur un autre secteur qui est le médical. On a vu en 2017 la société St. Jude Medical, qui fabriquait des pacemakers, a eu une faille de sécurité. Et un attaquant se trouvant à 5 mètres du pacemaker pouvait agir avec celui-ci. Et sur l'été 2017, on a eu la société Abbott, qui a rappelé 465 000 pacemakers, donc c'est quand même un volume extrêmement important, pour une faille de sécurité critique. Un attaquant pouvait exécuter les commandes embarquées sur le pacemaker. Et quand on sait que la seconde société, la société Abbott, a racheté la première, on peut se poser des questions en termes de sécurité des équipements. Et dans le domaine médical, si on continue encore, vous verrez aujourd'hui, si vous regardez un peu les news, les nouvelles pompes à insuline, par exemple, sont de vrais objets connectés. Elles embarquent autant de hardware que de software, et donc la sécurité devient primordiale, parce que imaginez que ce type d'équipement soit piraté, c'est la vie humaine qui est remise en question. Alors aujourd'hui, on voit encore, et on constate une recrudescence des cyberattaques, on en parle tous les jours dans les différents magazines, les journaux, et il faut voir que ces attaques se concentrent principalement sur les 2/3 sur les frontaux web, donc toutes les applications web, Internet et autres, et pour un tiers sur les serveurs. Et puis, on constate encore aujourd'hui que 80% des organisations acceptent de diffuser ou de délivrer du code en production qui soit insuffisamment sécurisé. Donc on va quand même se présenter parce qu'on l'a pas fait jusque-là. Bon, ta photo, elle a disparu. Je m'appelle Raphaël Yet et actuellement, je suis Project Zen Authority chez Thales, donc actuellement plutôt architecte, que ce soit système ou logiciel. Et je suis à l'initiative de quelques démarches DevOps et DevSecOps où vous pouvez retrouver d'autres informations sur Internet. Voilà. Et je suis Gérald, donc pour le côté capillaire, normalement c'est la même. Je suis Design Authority chez Thales et j'accompagne effectivement Raphaël sur les démarches DevOps, DevSecOps, c'est-à-dire le DevOps intégrant la sécurité, mais également autour des activités comme les blockchains, le software craftsmanship et les projets systèmes. On va vous présenter Thales quand même. Rapidement. Thales, c'est un groupe international présent dans 56 pays et avec une base de collaborateurs de 65 000 et des équipements et des systèmes sur la sécurité. En fait, aujourd'hui, Thales est un acteur clé sur la sécurisation des citoyens, des infrastructures et des États. Alors, Raphaël, comme on est parti pour présenter du DevSecOps, quelle est la tendance DevOps aujourd'hui ? Eh bien, si on regarde un peu les Google Trends, on peut voir largement que DevOps aujourd'hui est en plein essor et que les gens l'implémentent dans leur société et qu'ils savent en tout cas rechercher de l'information sur le sujet.
Pour la petite histoire, DevSecOps, ça a vu le jour en 2009, hein, à partir d'une conférence laquelle aujourd'hui on fait partie, les DevOps Day, qui était organisée par Patrick Desbois, et du coup il a contracté le mot développement et opération, ce qui a donné DevOps. Par contre, si on regarde du côté du DevSecOps, on voit que la tendance est beaucoup plus jeune, que les gens commencent à chercher de l'information en 2017. Et si on se réfère au magazine du Gartner, en 2016, ils annonçaient que la sécurité serait l'une des étapes importantes pour les années à venir. Et aujourd'hui, notre culture DevOps chez Thales, quelle est-elle? Eh ben, DevOps, ça vise à briser ce mur de la confusion qui existe entre les devs, les ops, qui se refilent la patate chaude à chaque fois en disant c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. Eh ben, en rajoutant la sécurité, on vient y mettre un acteur supplémentaire. Donc on vient encore ajouter un mur entre les équipes, puisqu'il va falloir travailler avec des équipes sécurité. Et ce DevSecOps vise à fluidifier ce circuit d'échange entre les équipes. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets, on cherche à délivrer le plus tôt possible, le plus rapidement possible, et de la façon la plus automatisée, puisqu'on est vraiment dans une approche DevOps de bout en bout. Mais on se pose la question de savoir si le fait de délivrer le plus rapidement, le plus tôt possible, c'est fait avec le niveau de sécurité qui devrait être. Ou est-ce que c'est avec le niveau de sécurité attendu? Alors effectivement, parce que si on ne prend pas en compte la sécurité et les exigences de sécurité suffisamment tôt dans la réalisation des projets, on peut être confronté à différents problèmes. Et certains de ces problèmes peuvent être très vite destructifs en termes d'image, puisque vous savez aujourd'hui, quand vous voyez des applications diffusées ou des sites web qui se font hacker, eh ben, c'est des pertes d'image. C'est la perte de confiance des utilisateurs finaux, puisque vous mettez un produit avec une interface web, une application Android. Si celle-ci se trouve piratée rapidement, les utilisateurs ne vont pas revenir vers votre application, ils iront voir une autre application. Mais également sur d'autres aspects. Oui, exactement. Il y a aussi les fuites d'informations ou l'usurpation d'identité. Et ça échappe à personne. Les grands groupes sont également touchés du côté du GAFAM, le Google, Apple, Facebook. Google avec leur compte Android où il y a eu des millions de comptes qui ont été piratés. Ou encore Facebook récemment, ça a fait scandale, où c'est les données des utilisateurs qui sont prises en otage, puisqu'on arrivait à récupérer les informations des utilisateurs. Mais jusque-là, tout va bien, puisque ces informations-là ne mettent pas votre vie en jeu. Mais quand on travaille sur des secteurs d'activité comme les nôtres, qui sont la défense et le médical, il faut faire attention à ce qu'on fait, puisqu'on est engagé et on engage surtout de la vie humaine. Si on prend l'exemple d'un avion de chasse, imaginez-vous que demain, il y a un Rafale français qui se trimballe au-dessus de Genève et qui se met à vous tirer dessus suite à un hack. On peut imaginer les retombées à la fois géopolitiques que ça engendrerait entre les États, mais également en termes de vie humaine, de perte d'infrastructures. Donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Et on a parlé effectivement là, du Rafale, mais si on prend notre petit exemple de projet que nous réalisons dans le médical, on a fait un projet autour des pompes à dialyse. Et imaginez qu'on puisse modifier le taux de pression dans la pompe à dialyse de façon incongrue, comme ça, quand elle est en exploitation. On remettrait irrémédiablement la vie de la personne, du patient, en danger. Et un dernier point pour finir, c'est un petit point réglementaire, effectivement sur le territoire français. Aujourd'hui, tout acteur dans la réalisation d'un système, d'une application, porte une part de responsabilité. Donc il faut avoir ça en tête, c'est que dès que vous êtes dans une démarche DevOps, DevSecOps, que vous réalisez une application, qu'elle soit une application très simple Android ou une application sur des projets plus complexes, vous avez une part de responsabilité dans la sécurisation de cette application, de ce système. Le pouvoir de nuisance. Alors, nous, on travaille effectivement sur différents secteurs de marché, le spatial, la défense, le militaire, et on peut être confronté, et on est souvent confronté à différents groupes d'attaquants. Et on trouve effectivement les cyberdélinquants, ce sont des personnes, je dirais qu'on pourrait parler de white-taking, de white-taker, qui aiment comprendre comment fonctionne un système, trouver un bug et puis le remonter. On trouve les concurrents qui vont essayer de venir capturer une idée, une valeur pour délivrer un produit, une application avant nous sur le marché. On trouve aussi le personnel interne, ça c'est extrêmement important. Ce sont des gens qu'on va embaucher, qu'on va positionner sur différents types de projets. Et puis à un moment donné, ces personnes vont disparaître du paysage. Mais elles auront pris le temps d'exfiltrer de l'information. On a les groupes cybercriminels aujourd'hui, on en parle souvent sur les réseaux. Ce sont des groupes cybercriminels qui sont extrêmement bien organisés parce qu'ils sont capables d'extraire et de monétiser tout type d'informations. Ils sont extrêmement bien organisés. Vous avez des gens qui vont être spécialisés dans l'extraction, l'exfiltration d'informations. D'autres qui vont la sauvegarder, la rendre disponible sur les différents types de réseaux. Et d'autres qui vont participer, je dirais,
sur la valeur marketing, c'est-à-dire qu'ils vont vendre l'information. Et le dernier, c'est les États. Il ne faut pas l'oublier. Les États se livrent une guerre informatique importante aujourd'hui. Et les États, en fait, disposent de tout l'arsenal juridique, matériel et humain, pour pouvoir pénétrer quasiment tout type de système. Donc plus le pouvoir de nuisance est important, plus les risques en termes de sécurité que vous allez prendre sur vos projets vont être élevés. Du coup, ce qui nous amène à vous expliquer ce qui, pour nous, les 3 piliers du DevSecOps. C'est notre retour d'expérience et qu'est-ce qui nous a mené à faire cette présentation. C'est partager un peu comment nous on travaille et quels sont nos aspects sur lesquels on travaille. Et on en a tiré 3 piliers. Le premier, c'est la sécurité par la gouvernance. Qu'est-ce que c'est la sécurité par la gouvernance ? Eh bien, ça va être le poids des normes en vigueur. Ça va être le poids de qu'est-ce que l'ANSSI nous impose, la police informatique. C'est un peu Dieu dans le métier quand on dit il faut s'y référer, ceux qui ont raison de toute façon. Eh bien, on va retrouver tout ce qui est norme PSSI. Donc, c'est comment protéger son système d'information. Si vous travaillez dans le médical, ce sera la PSSI M. Si vous travaillez dans l'armée, ce sera la PSSI A. Et puis à cela vient s'ajouter pour comment protéger de l'information classifiée. Si vous travaillez sur du confidentiel défense, il y a des normes également qui viennent s'appliquer, qui vont venir contraindre votre travail. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte. Il y a également les normes IEC 62304 pour le médical. Et il y a un des acteurs qui est extrêmement important, qui est le RSSI. Le RSSI, jusque-là, on l'a laissé un peu dans son coin, c'est la personne qui nous casse les pieds, puisque c'est lui qui dit tout le temps non dès qu'on veut faire quelque chose. Là, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez avoir cette approche DevSecOps bout en bout, respecter les normes et délivrer un produit sécurisé, il faut l'impliquer dans le choix des décisions. Et pour l'impliquer dans le choix des décisions, ça va passer par des informations à lui donner, des métriques, mais également remplir des dossiers. Le DVR, c'est quelque chose que la loi nous impose. Le DVR, c'est le dossier de vulnérabilité résiduelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le manuel utilisateur de comment on hack notre système. C'est tout ce qu'on n'a pas patché parce que, d'un point de vue opérationnel, on n'en avait pas besoin, ou parce que, d'un point de vue technique, c'était irréalisable. Mais en tout cas, dedans, on doit tracer, le donner aux autorités d'homologation, ce dossier disant, voilà, notre système, il a ça comme faille, et c'est maîtrisé, on les connaît. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans nos démarches DevOps, comment fait-on pour casser ce mur que représente le RSSI, cet officier de sécurité, pour avoir une vraie fluidité entre les équipes DevOps et sécurité? Eh bien, c'est ce que je dis, il va falloir l'impliquer dans la prise de décision, il va falloir le faire intervenir, il va falloir lui expliquer, il va falloir aussi lui donner des métriques. Et comment on fait pour avoir des métriques ? Eh bien, on va automatiser. Et quand on va automatiser, on va avoir des métriques régulières. Et ce qui nous amène au second pilier, qui est l'automatisation. Alors effectivement, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets qui sont très complexes ou pour des projets un peu plus simples dans le transport ou pour certaines entreprises civiles, en fait, on a un outillage DevOps qui peut être très conséquent. Et cet outillage DevOps, en fait, il doit nous permettre d'appliquer en même temps d'autres démarches pour renforcer la prise en compte des éléments de sécurité. Ce sont les démarches de Privacy by Design, c'est les démarches de Secure by Design. Donc pour avoir des cycles de développement itératifs sécurisés. C'est-à-dire que dès les phases de design, de développement, on prend en compte les exigences de sécurité. Et on continue de les vérifier tout au long des chaînes d'intégration, de qualification et de déploiement. Et cet outillage DevOps, aujourd'hui, il est extrêmement important parce qu'il devient, à lui seul, je dirais, une surface d'attaque. C'est-à-dire que, imaginez qu'un bug, une faille de sécurité ne soit pas découverte en production, une fois que votre système est en production utilisé par vos utilisateurs, mais que quelqu'un puisse pénétrer votre réseau, pénétrer l'environnement de votre projet et injecter du code malicieux dans votre repository de code, sous Git, sous SVN et autres. Ça, vous ne le verriez pas, et vous allez reconstruire votre application, votre système, en embarquant ce code malveillant. Et donc, vos tests de sécurité, vos tests d'intégration de qualification ne vont pas détecter cette faille de sécurité, et vous allez la délivrer en production. Donc vous-même, vous allez être porteur de cette faille de sécurité. Du coup, il y a aussi quelque chose qui va changer, c'est vos développeurs. Parce qu'aujourd'hui, dans cette démarche DevOps, les développeurs, on leur remet de plus en plus du travail. On leur demande de faire des tests d'intégration, on leur demande de faire ci et ça. Et bien là, on va leur demander également de comprendre les enjeux de la sécurité. On va leur demander de comprendre comment ça fonctionne, de travailler avec des nouveaux outils, de travailler avec des nouvelles contraintes. Mais ces contraintes, elles sont voulues et c'est surtout un gain de valeur. Qu'est-ce que j'entends par contrainte ? Eh bien, quand vous livrez un système qui sont de plus en plus sécurisés avec des capteurs, type empreinte digitale, empreinte rétinienne, reconnaissance faciale. Tout ça, ça implique
de la pénibilité au travail quelque part. Vos développeurs, ils doivent faire avec. Et ben, avant, on lançait un test, c'était automatique, c'était rapide. Maintenant, il faut mettre une carte à puce. Maintenant, il faut mettre le doigt de quelqu'un. Il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Et ben, tout ça, ça va ralentir les cycles de développement, mais c'est un gain de valeur et c'est extrêmement important que les développeurs comprennent pourquoi on fait de la sécurité. Parce que souvent, ce qu'on entend et ce qu'on entend aujourd'hui dans les équipes, la sécurité, ça nous empêche de travailler. Oui, mais la sécurité, c'est quelque part ce qui va vous permettre de délivrer un produit plus sûr et ce qu'on appelle most valuable product pour vos utilisateurs finaux, puisque derrière, ils sont satisfaits, ils se diront je ne crains rien en fait avec ces applications parce que je sais que c'est sécurisé. Alors ça, c'est côté, peut-être juste revenir 20 secondes, sur le côté développement. Mais puisqu'on parle de DevOps, donc on regarde sur la chaîne d'intégration et de déploiement, on a les mêmes problèmes et les mêmes attentes en termes de sécurité. C'est pour ça qu'on vous l'a mis là au travers du nuage de mots. Mais on a parlé de privacy by design, de secure by design, donc sur les aspects développement, la prise en compte des exigences de sécurité. On va faire la même chose sur les activités d'intégration, de qualification et de déploiement. Et ça, on va pousser la prise en compte de ces exigences de sécurité sur les approches d'infrastructure as code. Et aujourd'hui, on déploie aussi la security as code ou la compliance as code. Pourquoi ? Parce qu'il devient extrêmement important d'automatiser le déploiement de vos règles de sécurité, de vos contraintes de sécurité, de façon automatisée pour éviter toutes les erreurs humaines qu'on peut rencontrer. Ce qui nous amène à nous parler de qu'est-ce qu'on a mis en place chez nous. Et bien sur ce cycle qu'on peut voir là avec les bugs, le code, le build, les tests, le déploiement et derrière les opérations, et ben on a choisi de mettre des mailles de filet à tous les niveaux. C'est-à-dire on va en retrouver au niveau du code avec de l'analyse statique, ce qu'on appelle les outils SAST, où là on va aller regarder est-ce que dans le code qu'on est en train de produire, il existe une faille de sécurité. Prenons le code d'un exemple C. Le code C, à l'époque, il n'est pas du tout fait pour l'apogée de la cybersécurité. Et quand on utilise tout simplement un printf, on ne vérifie pas la taille du buffer qu'on est en train de lui passer. Ça, c'est une surface d'attaque puisque on peut injecter un code malicieux et qui va être exécuté avec les privilèges de l'application. Donc, il faut mettre des outils en place pour vérifier est-ce qu'on utilise une fonction qui a été bannie, puisqu'il y a des fonctions bannies. On peut retrouver sur le site de Microsoft, par exemple, la list function ban, qui explique toutes les fonctions qui ne sont plus supportées par l'ES et qu'il faut remplacer par des équivalents sécurisés où on va venir regarder la taille de la chaîne qu'on veut écrire, la taille de la chaîne qui va être en sortie et bloquer justement les entrées malveillantes. Puis, il faut aussi regarder tout ce qui est COTS. Aujourd'hui, on utilise des librairies externes avec des repos Maven, des repos Gradle et ainsi de suite. On va tirer des dépendances sur GitHub. Qui vous dit que dans ces outils libres et dans ces outils open source, il n'y a pas des failles de sécurité? Est-ce que quelqu'un en a déjà trouvé une? Et ça, il y a des outils avec des bases qui vous permettent déjà de vérifier est-ce que dans ces COTS, est-ce que dans ces frameworks, est-ce que dans ces librairies, il existe des failles de sécurité. Derrière, on va également rentrer dans l'analyse dynamique, c'est-à-dire votre application est déjà construite, on va aller vérifier plutôt le côté back-end. Est-ce que votre API REST est sécurisé? Est-ce que vous utilisez un système d'authentification type Kerberos? Est-ce que vous vérifiez que personne ne peut bypasser le htaccess de votre serveur? Tout ça, ça va être des outils d'automatisation qui vont vous aller de plus en plus loin. Et là, avec les outils dynamiques, on va retrouver aussi des outils de tests fonctionnels. Des outils de tests fonctionnels qui vont vous permettre de passer des tests fonctionnels et sécurité. Je m'explique. Est-ce que lorsque vous avez un utilisateur qui doit rentrer son mot de passe de 14 caractères, est-ce que c'est une exigence de sécurité ou c'est une exigence fonctionnelle? Pour moi, c'est les deux. Posons la question. Ouais. J'ai déjà donné la réponse. Ah. Pour vous, ça vous semble être une exigence fonctionnelle ou une exigence de sécurité? L'utilisateur doit taper son mot de passe de 14 caractères pour utiliser l'application. Plutôt fonctionnel, levez la main. Plutôt sécurité. Donc vous pensez tous que c'est sécurité. Mais avant, l'utilisateur, il avait aussi un mot de passe à taper, sauf qu'il n'était pas de 14 caractères. Donc c'était fonctionnel. Donc pour moi, en fait, c'est juste pour vous dire que les deux vont de pair. Vous avez des exigences qui vont devenir des exigences de sécurité et vice-versa. Donc il ne faudra pas oublier de passer à chaque fois les deux et de vérifier le scope entier. C'est-à-dire que la fonctionnalité n'est pas bypassée, ce qu'on appelle la security over availability ou la security
Overreliability ou la dernière? La dernière, ce serait effectivement la fiabilité au détriment de la sécurité. C'est ça, c'est où vous placez le curseur, à quel niveau. Bah ça, c'est vos tests qui vont vous le dire et c'est surtout vos opérationnels qui vont vous le dire. Prenons l'exemple d'un sous-marin. Eh ben, moi actuellement, qui travaille sur des projets de sous-marins, j'ai des opérationnels qui me disent moi je veux pas que l'écran il se verrouille au bout de 2 minutes d'inactivité parce que mon but c'est de surveiller en temps réel tout ce qui se passe. Est-ce que je peux vraiment appliquer cette exigence de sécurité que l'ANSI m'impose? Non, je peux pas, parce que d'un point de vue opérationnel, ça n'a pas de sens. Déjà, les personnes qui sont dans le local ont le droit d'en connaître. Donc, je n'ai pas besoin de venir leur rajouter cette charge qui va les empêcher de travailler. Donc, c'est tout l'enjeu de vérifier que les failles de sécurité et les exigences soient mis au bon niveau. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, et on vous parlait là, il y a 30 secondes de ça, c'est où est-ce que vous positionnez ce curseur? Il est extrêmement important, nous, au travers des différents types de projets, on essaye de déterminer où on positionne ce curseur. C'est-à-dire, on essaye de faire comprendre à nos équipes, à nos projets, et surtout à nos managers également, est-ce qu'on doit privilégier, et à nos clients, parce que l'important c'est les clients, est-ce qu'on doit privilégier la sécurité au détriment de l'utilisabilité et l'exploitabilité et l'utilisabilité au détriment de la sécurité, ou la fiabilité au détriment de la sécurité? Donc ça, c'est une question qui est récurrente et qu'on doit se poser dès le départ du projet. Dès le moindre projet, on doit se poser la question de savoir où on positionne ce curseur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une chaîne DevOps comme celle-ci, vous allez enchaîner des tests d'intégration, de qualification, vous allez dérouler des fiches de test, vous allez faire des tests de sécurité. Et aujourd'hui, nous, les tests de sécurité, on les déploie dès les premières phases, tout en haut, à gauche, enfin, sur ma droite et à votre gauche. Et on le fait tout le long du cycle de développement et d'intégration de nos systèmes. Mais si on a une faille de sécurité qui se présente en production, Raphaël va vous en parler, bah notre chaîne DevOps, elle va s'arrêter. Puisqu'il va falloir remonter la chaîne, on va regarder côté déploiement si ce n'est pas là qu'on a introduit une faille de sécurité. Puis si ce n'est pas en déploiement, on va regarder si ce n'est pas dans les phases de qualification, d'intégration. Et puis comme ça, on va remonter la chaîne jusqu'à trouver où on a introduit cette faille de sécurité. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour votre projet et pour votre client, puisque ça va entraîner un time to market extrêmement important, puisque vous allez devoir chercher la faille de sécurité, essayer d'y trouver un palliatif, un correctif. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est de trouver effectivement comment mesurer cette faille de sécurité. Et ça a un coût extrêmement fort. Il y a aussi quelque chose qui est à mon sens important, c'est le pentesting. Le pentesting, on le fait souvent arriver en bout de chaîne. Et on le fait bien trop souvent avec quelqu'un qui le fait. Et on ne le fait pas de façon automatique. Eh bien, il y a des outils qui permettent de faire quelques tests de pentesting en mode black box. C'est-à-dire que vous lancez votre VM, vous lancez votre soft dessus, et puis vous lancez votre outil qui va venir tester si votre VM est sécurisé ou pas. Donc ça, c'est la dernière étape pour avoir vraiment une chaîne DevOps bout en bout. Mais au même titre que la MCO et ce qu'on appelle les TMA, hein, quand vous déployez une application et qu'elle vit sur le marché, vous mettez des correctifs, vous faites des patchs, vous corrigez des bugs pour pas que la version soit en déclin parce qu'une application buggée, personne ne veut s'en servir. Et bien la sécurité, ça va être pareil. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité. On garde le niveau de sécurité attendu parce que les codes, ils évoluent. Il peut y avoir une faille qui est découverte sur le tas, hein, c'est-à-dire que ça y est, au moment où on a fait notre application, il n'y avait pas de faille de sécurité, mais maintenant on a découvert une. Comment on fait? C'est quoi le palliatif? Ou encore patcher les OS, parce que les OS aussi, on voit des failles de sécurité récurrentes, hein, que ce soit sur Linux ou beaucoup plus souvent sur Windows. Ou encore, je sais pas moi, dans votre code, on s'aperçoit que on a codé quelque chose et que notre système d'authentification, il est peut-être un peu faiblard, donc il faut utiliser le nouvel algorithme de chiffrement qui permet d'être plus sécurisé. Donc tout ça, c'est vraiment un cycle de vie itératif, c'est spécifique à la sécurité, et dans cette chaîne DevOps, il faut faire ces différentes étapes pour être au plus près des besoins et pas les découvrir quand c'est trop tard, comme on l'a vu au début. Parce que quand vous découvrez une faille de sécurité et que ça a déjà fait scandale, c'est dommageable pour votre société, ça se trouve, vous n'existerez plus demain. Et nous, c'est tout notre enjeu, parce que si demain il y a un scandale, parce qu'il y a un missile qui a détruit un État ou une ville, on est mis à la porte et on ne travaille plus non plus. C'est notre vraie préoccupation. Et il faut voir, on revient juste un petit peu, il faut voir que c'est extrêmement important aussi dans la démarche DevOps, c'est d'accompagner les clients. Et dans cette démarche DevOps, avec le maintien en conditions de sécurité, donc on est sur les phases d'exploitation des systèmes, des applications, ça permet aussi d'accompagner votre client dans la prise en compte des exigences de sécurité, dans la compréhension
et l'accompagnement d'une vraie démarche DevOps bout en bout. Et tout à l'heure, là, je parlais de la MCS. Dans la MCS, il ne faut pas oublier aussi de mettre à jour le dossier de vulnérabilité résiduelle, parce qu'un patch, ça peut faire disparaître une faille de sécurité, mais ça peut aussi en créer une nouvelle. Donc ce dossier-là, il doit vivre aussi au-delà de la livraison du produit ou votre application finale. Bon, et si on prenait un petit exemple alors du coup? Tout à fait. Sur un de nos projets, qui fait à peu près 700 000 lignes de code, effectives, je ne compte pas les commentaires, derrière, on va passer nos différentes étapes de sécurisation et on va retrouver 650 vulnérabilités. Et sur ces 650 vulnérabilités, il va falloir faire le tri parce que vous allez trouver des faux positifs, vous allez trouver des failles qui ne s'appliquent pas à votre système. Tout à l'heure, j'ai parlé du mot de passe de 14 caractères ou tout simplement de la session qui se verrouille au bout de 2 minutes d'inactivité. Ça, on ne l'a pas pris en compte, donc les outils nous le lèvent quand même. Ils nous disent attention, c'est un truc que vous n'avez pas fait, mais nous, on le sait, on ne veut pas le faire. Et puis, il va falloir trouver parmi ces 650 lesquels sont les plus critiques. Parce que des fois, l'outil vous dit celle-là, elle est critique, mais en fait, quelqu'un derrière vous dit non, mais en fait, vous avez déjà une sécurité en amont. Donc, ce n'est pas la peine de prendre en compte celle-là, même si elle est critique, puisque vous avez une sécurité supplémentaire qui est en amont. Donc, il va falloir vous faire accompagner d'un expert, quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui vous dresse des rapports. Nous, on a des personnes attitrées qui nous font ça, qui nous dressent des rapports et qui nous disent, voilà, sur votre projet, là, à l'heure actuelle, là, après ce run-là, vous êtes à 34 failles de sécurité. Et sur ces 34 failles de sécurité, lesquelles on prend en compte? Et bien là, encore une fois, il faut choisir. Il faut choisir lesquelles sont les plus importantes pour nous. Et pourquoi 4? C'est tout simplement qu'on provisionne du temps dans nos backlogs pour réinjecter ces failles de sécurité, la correction immédiatement dans le cycle itératif. Ça veut dire que les personnes vont pouvoir, avec du temps, corriger ces failles de sécurité immédiatement. Alors on dit qu'on n'en corrige que 4 et souvent c'est 4 failles critiques, mais les 30 qui restent, on ne les oublie pas. Elles sont en maîtrise, c'est-à-dire qu'elles sont provisionnées, effectivement, comme disait Raphaël, dans le backlog, elles sont notifiées, on les connaît et on sait que dans un temps relativement court ou maîtrisé, on aura un palliatif ou un correctif à déployer. Donc c'est extrêmement important, c'est d'avoir dans cette démarche DevOps et DevSecOps, c'est-à-dire DevOps intégrant la sécurité, c'est d'avoir cette traçabilité de vos exigences de sécurité versus les failles de sécurité détectées et les correctifs et les palliatifs que vous allez mettre en place. Alors, on a vu, effectivement, on vous a parlé de sécurité par la gouvernance parce que, effectivement, c'est le retour d'expérience que nous avons au travers de nos projets parce qu'on est confronté à des normes qui sont très contraignantes dans le domaine du spatial, du domaine militaire ou encore sur le médical. Donc on a vu la sécurité par la gouvernance, on a vu l'automatisation, parce qu'aujourd'hui l'automatisation c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle de DevOps. Mais il y a un dernier pilier qui est pour nous, et surtout pour Raphaël, avec moi, c'est la sécurité, c'est quoi? Qu'est-ce que doit être la sécurité? Pour moi, la sécurité, ça rejoint le premier pilier du DevOps qui est la culture. Pour moi, la sécurité, c'est la sécurité pour tous et par tous. Qu'est-ce que j'entends là-dessus? Parce que vous savez que si vous avez des bons outils, que vous avez des bonnes compétences et que vous ne mettez pas l'humain d'abord, votre démarche DevOps, elle est vouée à l'échec parce que les gens ne vont pas y adhérer. Et donc là, c'est pareil. On va demander à des gens de comprendre les enjeux de la sécurité. On va leur demander de comprendre les failles. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez toutes les failles de sécurité? Non. Et donc, nous avons, chez Thales, mis en place un certain nombre d'items qui permettent à nos collaborateurs d'être placés au centre de cette démarche. Oui, tout à fait, puisque la culture de la sécurité, c'est vraiment extrêmement important chez nous, puisque la sécurité, c'est l'ADN du groupe Thales. Donc, il faut que nos développeurs, nos intégrateurs, nos ingénieurs qui travaillent sur nos chaînes DevOps soient au fait de ce qu'est la sécurité. Et pour ça, on a mis en place des petits leaflets qu'on distribue très régulièrement. Ces petits leaflets présentent une faille de sécurité qui a été vue sur un projet, comment on l'a corrigée, comment on la maîtrise. Ça peut être présenté le top 10 OWASP, par exemple. Ça peut être une faille extraite d'un CVE, d'un CWE. Voilà, c'est des leaflets instructifs. On a également des sessions de training sur lesquelles on fait passer nos équipes projets. On a des certifications également qui sont reconnues au niveau international. Et puis on a des sessions de tech share qu'on fait, je dirais, sur un rythme de 2 par mois, où un projet en DevOps, en agilité, avec de la sécurité, va venir présenter son retour d'expérience, comment ils ont pris en compte leurs exigences de sécurité, comment ils ont fait pour assurer la sécurité et la traçabilité de ces exigences tout au long du cycle itératif de développement, et quel est leur retour d'expérience là-dessus. Et comme on vous l'a dit, la formation, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et
on a mis en place des petits formats, ce qu'on appelle les dojos, où on va faire venir 5 à 6 personnes qui vont être accompagnées d'un expert en cybersécurité et qui va les former aux failles, leur faire leur culture sécurité, leur expliquer comment ça marche. Et c'est des petits formats privilégiés, donc on peut échanger et poser beaucoup de questions. Ça, ça marche plutôt bien chez nous, les gens en sont satisfaits. Et il y a également quelque chose qui marche bien, c'est ce qu'on a appelé les hacking sessions. Qu'est-ce que c'est les hacking sessions? Eh ben, c'est tout simplement des petits challenges en ligne qu'on peut retrouver sur des sites que sûrement que vous connaissez, les RootMe, les CrackMe, et ainsi de suite, où en fait les gens ont une salle à disposition, donc on a bien isolé ces machines-là du reste de notre réseau parce qu'on ne sait jamais, et les personnes viennent et exécutent des challenges en ligne sur leur pause déjeuner. Ils ont à disposition des PC qui sont faits pour ça, et surtout ils ont des experts qui les accompagnent à aller de plus en plus loin dans ces challenges. Ce qui fait que on a des équipes qui montent en compétences au fur et à mesure du temps. Alors, il y a un autre item qui est extrêmement important pour nous. Alors, je ne sais pas, parmi vous, quels sont ceux qui réalisent des projets en agile ou des fois même en ligne? C'est pas énorme. Alors, effectivement, chez nous, on a un parti pris qui est effectivement de réaliser aujourd'hui près de 85% de nos projets en agilité. Et dans l'agilité, avec les démarches DevOps, DevSecOps, Privacy by Design, Secure by Design, en fait, il y a un item qui nous paraît extrêmement important dans la culture qu'on souhaite développer de la sécurité avec Raphaël, ce sont les App User Stories. Alors je vais vous expliquer ce que c'est parce que ça c'est un pouvoir super pour vos équipes et pour la montée en compétences. Et bien c'est tout simplement dans le backlog, on va prévoir à la base de nos projets des petites user stories un peu marrantes de type en tant que hacker, je veux récupérer le mot de passe de la base de données. Et bien ça a l'avantage que quand les équipes tirent cette user story, tout le monde est autour pendant la cérémonie et puis ils disent c'est drôle tout ça. Et puis derrière ils réalisent, ça marque, c'est un fait marquant, c'est-à-dire qu'on s'en est souvenu, on s'est dit ah ouais, et si on réfléchissait à la place du hacker, comment on ferait? Vous êtes les développeurs, vous êtes les équipes qui réalisent le projet, vous êtes les intégrateurs, vous savez comment faire, c'est vous le mieux placé. Et donc en cherchant un peu finalement sur votre projet, ils trouvent le moyen de le faire. Mais c'est pas l'essentiel, le but essentiel, c'est pas de trouver ce moyen-là. Le but, c'est juste de marquer les esprits pour que la prochaine fois, on soit plus efficient et qu'on aille plus vite. Parce que quand vos développeurs expérimentés, qui auront déjà vu ce type de user story, qui auront déjà eu un peu de formation et qui verront, je dois stocker le mot de passe de la base de données, on se posera les bonnes questions. Quel algorithme? Comment je le cache? Qu'est-ce que j'y applique? Quelle clé de chiffrement? Quel PKCS j'applique, et ainsi de suite, quelle norme est en vigueur. Et bien si déjà il se pose toutes ces questions, et même s'il n'a pas toutes les réponses, il a des experts dans les projets en cybersécurité qui peut aller poser et donc trouver la bonne solution. Et si ça c'est fait en amont, c'est ce qu'on appelle le shift left, c'est fait en amont, et bien aux failles de sécurité, il y en aura beaucoup moins en production. Surtout ce qui est extrêmement important, nous on a appris ça de nos projets, c'est qu'on ne demande pas aux développeurs d'être un super développeur, c'est-à-dire d'être un pro en sécurité, de comprendre comment doit fonctionner tel et tel algorithme, que ce soit sur les clés de sécurité et autres. On leur demande juste d'être au fait de ce qui peut se passer lorsqu'ils codent la moindre ligne de code. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à parler de culture de la sécurité, parce qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets, nos développeurs aient ce réflexe de se poser des questions relativement simples, c'est-à-dire, j'ai développé 10 lignes de code ou 100 lignes. Parmi ces 100 lignes de code, où est-ce que j'ai introduit une faille de sécurité? Est-ce que mon code est sécurisé? Comme vous a parlé Raphaël tout à l'heure, est-ce que j'ai fait un printf à un moment donné qui ne devrait pas l'être? Et puis il n'y a pas que ça. Est-ce que l'intégrateur, quand il fait ses tests d'intégration, est-ce que mon web server il est sécurisé? Est-ce que ma base de données elle est sécurisée? Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des amalgames. Ils pensent que chiffrer la base de données, ça permet de sécuriser les données. Mais derrière, si on trouve le mot de passe root, on a accès à l'ensemble des données. Pourquoi chiffrer la base entière? Plutôt chiffrer les messages qu'on met à l'intérieur de la base. Et changer la clé régulièrement. Peut-être se dire qu'au bout de 1000 messages, on doit changer la clé. Du coup, quelqu'un qui veut attaquer votre système, c'est beaucoup plus dur. Et puis en plus, vous avez l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le cloisonnement du droit d'en connaître. Parce qu'un administrateur, avec ce qu'on voit, le Privacy by Design, la RGPD et ainsi de suite, il n'a pas le droit de savoir que l'utilisateur Tartampion dans une banque, il a 100 000 euros sur son compte. Là, en fait, il a la possibilité de le faire. Si vous chiffrez juste la base, l'administrateur, il voit les données à l'intérieur. Alors que si vous chiffrez les datas qui sont à l'intérieur et qu'en plus vous renouvelez la clé régulièrement pour chiffrer une quantité de messages limitée, par exemple 1000 ou 2000, un utilisateur, c'est beaucoup plus complexe pour lui de récupérer l'ensemble des informations. Alors, on a parlé effectivement
des 3 piliers qui sont notre retour d'expérience sur les différents types de projets, dans le domaine militaire, dans le domaine spatial, dans le transport terrestre ou le médical. Et pourquoi on a tiré ces 3 piliers, dont le plus important est celui de la culture, la sécurité par tous et pour tous. C'est parce qu'en fait, sur nos projets, on est souvent confronté au niveau 2 et 3 de cette pyramide. Et lorsqu'on est confronté à cette pyramide, eh ben, nos approches, ce qu'on met en termes de DevOps, doit être sécurisé au niveau attendu, c'est-à-dire pour répondre à ces facteurs de contraintes. Mais notre approche DevOps, en fait, pour nous, ce n'est pas une recette magique. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours déployer de la même façon, on ne va pas mettre en place les mêmes mécanismes de la même façon. Donc, cette recette DevOps et cette approche de l'intégration de la sécurité, elle doit s'adapter, elle doit être suffisamment flexible en fonction des domaines métiers dans lesquels vous allez délivrer des applications, des systèmes, des secteurs de marché que vous adressez et de vos clients. Voilà. Après, on s'est posé la question avec Raphaël, c'est pour 2019 et puis pour 2020, en fait, quelle serait la tendance? Déjà, moi, j'aimerais revenir là sur ces quelques, on va dire, réflexions qu'on a eues et quelles sont les grandes leçons qu'on en a tirées. Alors, je ne suis pas là pour tous vous les présenter, vous pouvez les retrouver. Mais on voit clairement que notre préoccupation, c'est de sensibiliser tout le monde, que ce soit le manager, le développeur, l'intégrateur, le testeur, à tout ce qui est sécurité, et surtout lui faire voir le point de vue d'un attaquant, le mettre dans la peau d'un hacker pour qu'il comprenne un petit peu quels sont les enjeux. Parce que pour la société, si en fait, on ne prend pas en compte ces enjeux-là, on le voit, il y a beaucoup de boîtes qui ferment à cause d'un hack subi dans leur société, ils n'arrivent pas à s'en relever. Et puis, pour nous, c'est l'essentiel, c'est vraiment ce pilier de la culture de la sécurité. Et donc, pour 2019, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qui allait être 2019 pour nous. Eh bien, si on penche du côté du Gartner, je vous ai dit tout à l'heure, le célèbre magazine, il disait en 2016 que la sécurité ferait partie des préoccupations de DevOps en 2018 et 2019. Donc on est en plein dedans. Nous, on voit bien que sur ce domaine-là, on a un peu d'avance parce que la sécurité, c'est un peu le cœur de métier de notre société. Mais on réfléchit sur des axes d'amélioration type design thinking avec le design ops pour être au plus près des besoins opérationnels et surtout lui faire aussi changer de point de vue à l'opérationnel que la sécurité, c'est pas juste une contrainte, mais que c'est un gain de valeur et qu'il va falloir changer la façon de travailler. Derrière, on va garder cet outillage fort qu'on a d'intégration, de livrer des releases de plus en plus rapidement, et tout en gardant cet aspect sécurité à l'œil, parce qu'il ne faut pas laisser passer le moindre écart dans les domaines dans lesquels nous, on travaille. Et aujourd'hui, effectivement, nous, nos projets sont aisés majoritairement, que je vous disais tout à l'heure, 80% en agilité. Et en fait, aujourd'hui, nos équipes, elles sont vraiment transverses. C'est-à-dire qu'on a des développeurs, des opérationnels et des intégrateurs. Sécurité. Des ingénieurs sécu aussi. Voilà, nos ingénieurs sécu aussi, qui sont extrêmement importants. Et en fait, tout ça, ça constitue une équipe homogène. Et ces équipes-là, en fait, on les fait monter à bord des projets. On ne fait pas l'inverse. Donc pour ceux qui pratiquent peut-être un peu le lean ou qui sont un peu avancés en agilité, voilà, on ne fait plus monter les projets à bord des équipes, on fait monter les équipes à bord des projets. Et c'est extrêmement plus facile de gérer et d'accompagner l'ensemble du déploiement des exigences de sécurité de façon transverse sur l'ensemble de la chaîne DevOps. Mais pour ça, en fait, aujourd'hui, on constate qu'en DevOps, on a un rythme de déploiement qui se démultiplie. Mais cette accélération du rythme de déploiement, parce qu'on voit plein d'exemples, comme les Furet.com qui délivrent plusieurs features par jour, en fait, ça entraîne des temps de correction qui augmentent. Parce que plus vous délivrez régulièrement, plus souvent en production, et plus vous devez faire de tests, des tests de sécurité. Et donc, plus vous avez des failles, plus il faut les corriger. Donc, le temps de correction augmente. C'est pour cela que la démarche DevSecOps, que nous, on appelle DevOps, intégrant la sécurité, en fait, ça doit nous permettre de rester en maîtrise de la qualité du système. Et je pense sincèrement que DevOps, enfin DevSecOps, juste devenir DevOps, parce que là, c'est une tendance sur laquelle les gens cherchent ce mot-clé DevSecOps. On voit SecOps Dev, DevSecOps, DevOpsSec, et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, ça doit faire partie intégrante de la démarche DevOps. Donc, DevSecOps va juste devenir DevOps dans les années à venir et tout le monde s'y mettra, tout le monde fera de la sécurité dans les applications puisqu'on vit dans un monde où on voit que les recrudescences en termes d'attaques de cybersécurité augmentent et qu'on ne peut plus faire sans. Donc ça reste dans la démarche DevOps et je pense qu'à l'avenir, on parlera juste de DevOps et tout le monde fera de la sécurité.
Et voilà. Et le message qu'on aimerait partager avec vous, avec Raphaël, c'est que la sécurité, elle doit vraiment être intégrée dans la façon de penser. Ça, c'est extrêmement important. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on remercie le staff.